J'avais lu un livre de Rabindranath Tagore quand j'avais 18 ans, Sadhana. Et Rabindranath Tagore disait que le point fort du christianisme, c'était la compassion et la charité. Ce n'est pas des notions qui existent dans l'hindouisme. Et donc, on a pris appui sur cette charité chrétienne avec de bons sentiments pour nous proposer une dilution par immigration qui a affaibli l'identité française et qui a entraîné ce qu'on voit maintenant. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette émission. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Philippe Bobola. Il est physicien, anthropologue et biologiste et on va discuter avec lui de la situation géopolitique mondiale à travers la propagande, les égrégores, les synchronicités pour comprendre comment les puissants de ce monde jouent sur nos émotions pour nous contrôler. Mais avant cela, je voulais vous rappeler que Nexus est un média indépendant et sans publicité. Et c'est grâce à nos lecteurs qu'on peut continuer de vous proposer des contenus en accès libre. Donc n'hésitez pas à nous retrouver en kiosque et sur nexus.fr. Et le 5 septembre, les amis, la grande soirée des 25 ans de Nexus au Théâtre du Gymnase. Une soirée exceptionnelle avec des invités exceptionnels que vous adorez. Tous les médias partenaires que vous suivez déjà seront présents. N'hésitez pas à prendre vos places le plus rapidement possible. Elles sont déjà très limitées, donc je compte sur vous pour vous retrouver ce soir-là. C'est le 5 septembre à 19h. Et donc, tout de suite, notre entretien avec Philippe Bobola. Bonjour Philippe. Bonjour Marc. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui. Donc, moi aussi. Au studio de Nexus, on t'a déjà interviewé ailleurs, on était venu... C'est la première fois que je viens ici, c'est très agréable. Hein. Ça change. On t'avait interviewé plusieurs fois pendant la crise sanitaire pour parler de l'inhibition de l'action, entre autres, comment est-ce qu'il nous manipulait pour créer ce sentiment d'impuissance dans la population française. Et puis toutes ces stratégies d'ingénierie sociale que tu décryptes très bien et qui expliquent finalement que tout ce qu'on vit depuis des années n'est pas le fruit du hasard ou d'une incompétence, c'est plutôt le fruit d'une stratégie bien pensée qui permet de contrôler les masses. Et aujourd'hui, je voulais extrapoler avec toi sur la situation mondiale, parce qu'il se passe beaucoup de choses depuis quelques mois, comment tout ce qui est mis en place en termes de géopolitique et de propagande permet aux puissants, que ce soit... Poutine, Trump, Netanyahou, peu importe le pays, peu importe les zones de conflit, de contrôler nos émotions et donc de contrôler les peuples. Déjà, première question, quelle est ton analyse de la situation géopolitique mondiale ? Est-ce qu'elle te surprend ? Est-ce que cette situation actuelle te surprend ? Non, ça ne me surprend pas. Le plan continue à se dérouler. C'est pour ça que c'est intéressant de lier l'analyse géopolitique avec la physique. La question qui se pose, est-ce que nos émotions peuvent influencer le futur ? La réponse, c'est oui. Donc, si on arrive à maintenir les masses dans une coloration émotionnelle, eh bien, on peut les amener à aller actualiser une certaine potentialité. Et c'est ce qu'on appelle les prophéties auto-réalisées. Alors le poète Rainer Maria Rilke disait « Le futur s'infiltre en nous longtemps avant son arrivée afin de s'y préparer une place ». Alors, évidemment, depuis la crise du Covid, on voit bien que notre cerveau, qui est soumis à des chocs, doit passer par des étapes qui sont bien connues, qu'on appelle la vallée des larmes. Je vais le rappeler rapidement. Alors, on va prendre un exemple en dehors de la crise. Par exemple, imaginons un cadre qui travaille dans une entreprise, 55 ans, et son collègue qui l'a formé lui apprend qu'il y a des licenciements, il est dedans. Sa première réaction, c'est le déni. Mais non, c'est pas possible, pas moi. Et puis, 15 jours après, il reçoit bel et bien sa lettre de licenciement. Et là, qu'est-ce qui va se passer pour lui ? Il va être en colère.
Il va dire comment ils ont osé me virer, ça m'a valu un divorce, j'ai pas vu mes enfants grandir, j'ai donné tout mon jus pour cette entreprise et puis finalement je suis viré comme un malpropre. Puis après, comme il a 55 ans, il a encore des enfants qui font des études. La peur, est-ce que je vais retrouver un boulot? Est-ce que je vais pouvoir continuer à payer la traite de ma maison, permettre à mes enfants de faire des études? Puis après, il y a la dépression, la tristesse. Et donc on voit bien, du déni jusqu'à la tristesse, il y a un abaissement de l'énergie. Et c'est prévu par notre cerveau. Ces étapes, on doit les vivre plus ou moins rapidement. Alors des fois, on peut osciller. On ne peut pas repasser de la tristesse à la peur, ou de la peur à la colère, ou de la tristesse à la colère. On oscille comme un yo-yo. Mais à un moment donné, on doit passer, quand le processus est bien vécu, on doit passer de l'autre côté, c'est-à-dire l'acceptation, le pardon. Le cadre va se dire finalement je m'embêtais dans ce travail et si j'avais pas été licencié, j'aurais jamais pris la décision de quitter ce travail. Donc il va être en quête de sens, il va faire de nouvelles expériences et il va retrouver un travail qui lui correspond mieux au cycle où il en est dans sa vie, et puis il va retrouver la paix et la sérénité. Et ben, je pense que quand on regarde la population européenne et française, évidemment, il y a des gens qu'on appelle les normistes qui sont encore dans le déni. Ils n'ont pas dépassé ce stade. Après, il y a ceux qui découvrent et qui sont en colère. Oui, à la crise sanitaire, il y a beaucoup de gens qui ont découvert l'envers du décor, c'est ça, des propagandes, etc., qui sont encore dans la colère. Puis après, il y a la peur. Puis après, il y a le découragement, la dépression, la tristesse, le découragement, le sentiment d'impuissance. Et puis, on doit être de l'autre côté. Quand on est de l'autre côté, on mène un combat beaucoup plus efficace. Puisque, au lieu d'être dans une tourmente émotionnelle, on essaye de mener un combat juste. Alors, l'Égypte antique avait une déesse qui s'appelle la déesse Mat, c'était la déesse de la justesse. Quand on est juste, on est au-delà de la colère et de la peur. C'est pas un monde de bisounours, c'est tout simplement une justesse posée. On est dans la loi du Tao, on est au milieu entre la colère et la peur, une sorte de neutralité, mais qui est loin d'être inefficace. Mais... Alors, je voudrais juste finir. Je t'en prie. Comme tout le monde sait, Édouard Bernays est à l'origine de l'ingénierie sociale. C'était le neveu de Freud. Voilà. Qui a écrit l'ouvrage Propaganda. Voilà, l'ouvrage de 1928 qui dit « La manipulation consciente et intelligence des opinions et habitudes arrangées des masses jouent un rôle important dans la société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme dirigent véritablement ce pays et forment un gouvernement invisible. » Donc, ce qu'on voit, c'est que depuis la crise du Covid, le gouvernement invisible est devenu visible. Et pour Édouard Bernays, c'était l'invisibilité qui permettait d'agir sans que les masses s'en rendent compte. Maintenant, il faut une autre stratégie, et l'autre stratégie, c'est de mettre les gens en colère. Alors... ça paraît facile aujourd'hui. Ça paraît facile. C'est pour ça qu'il y a des provocations. On verra les différentes raisons qui amènent à la provocation et à la mise en colère des masses, parce que quand on est en colère, eh bien, on va chercher certaines potentialités. Alors ça m'amène... Il y a tout un mouvement actuellement de physiciens théoriciens qui commencent à se demander si le modèle du temps qu'on a adopté depuis la physique classique, introduit par Newton, c'est-à-dire un temps linéaire, une ligne qui se propage à l'infini avec une flèche au bout qui indique que l'écoulement du temps se fait dans un sens unidirectionnel, c'est-à-dire que le présent se transforme en passé et laissant la place à d'autres présents qui, cumulés, font le futur. On pourrait dire que le temps est une machine à transformer le présent en passé. Alors, cette vision, elle vient de Newton. Il considère que le temps, très difficile de définir le temps. Beaucoup de philosophes ont tenté, mais ils ont plutôt donné des métaphores plutôt qu'une véritable définition. Le mot le temps fait partie de ces mots primitifs dont Pascal évoque l'existence parce qu'il ne découle de rien d'autre qu'eux-mêmes. Alors on peut dire comme Kant que le temps, c'est l'ordre des choses qui se succèdent.
Vous levez le matin et puis il y a une succession d'événements. Vous voyez bien qu'entre le moment où vous êtes levé et le moment où vous êtes couché, il y a un ordre des événements. On peut dire que le temps, c'est ce qui passe quand rien ne se passe, Jean Genot. On peut dire que le temps, c'est ce qui fait que tout se fait ou se défait, Hegel. On peut dire que le temps, c'est ce qui fait que rien ne se passe d'un seul coup, Bergson, ou qu'il est le devenir en train de devenir. Mais toutes ces définitions sont plutôt des métaphores incapables de rendre compte de la véritable intégrité du temps. En fin de compte, le temps est innommable, mais comment parler de ce que les mots ne peuvent saisir ? Alors, on a essayé d'utiliser des métaphores, la métaphore du fleuve. Marc Aurèle, le temps est un fleuve plein d'événements. Mais pour qu'un fleuve s'écoule, il faut qu'il y ait une différence entre l'amont et l'aval. Et donc, le moteur qui fait que le fleuve s'écoule, c'est la gravitation. Il faut qu'il y ait un lit pour que le fleuve s'écoule et une berge pour voir le fleuve s'écouler. La question qu'on peut se poser, où est le moteur qui fait que le temps passe, la cause ? Où est le lit du temps, où est la berge du temps ? Alors la seule chose qu'on puisse dire, c'est à la façon de Newton que le temps est un mouvement rectiligne uniforme. Rectiligne parce qu'il s'inscrit sur une droite, uniforme parce qu'il n'y a pas d'accélération ni de décélération. Il s'écoule de façon monotone. Mais on peut envisager d'autres écoulements temporels. Au moins, on peut faire l'hypothèse. Et donc, on pourrait envisager des groupes de temps qui s'écouleraient moins vite que le présent, comme dans une voiture. On passe à la première, deuxième, troisième, quatrième, et la vitesse est différente. Et des groupes de temps qui s'écouleraient plus rapidement que le présent. Ce qui fait que le présent est encadré par des groupes de temps à écoulement plus lent que lui, ou des groupes de temps à écoulement plus rapide que lui. Et puis normalement, la vitesse aussi influe sur le temps, l'écoulement du temps. Bah oui, même la vitesse du temps, une vitesse c'est une distance sur un temps, donc ça serait un temps sur un temps. Donc c'est aussi difficile, on pourrait parler de densité du temps presque. Alors ces groupes de temps qui s'écoulent moins vite que le présent, on va les appeler les passés potentiels, et les groupes de temps qui s'écoulent plus rapidement que le présent, on va les appeler futurs potentiels. Alors, ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, après, c'est la théorie qui montre ça. Il existe une équivalence temps-énergie. Alors, on admet l'équivalence matière-énergie de Einstein. Voilà. E égale mc2. C'est l'équation la plus célèbre au monde, dit-on, qui exprime le fait que la matière, c'est un réservoir d'énergie. Si on fissure le noyau de certains atomes, on libère une énergie considérable, puisque dans cette équation, ça symbolise la vitesse de la lumière au carré, 300 000 km à la seconde. M, c'est la masse de l'objet qu'on va briser. Et E, c'est l'énergie libérée qui est le produit de cette masse par la vitesse de la lumière au carré. Ce qui fait que l'énergie est considérable pour le meilleur et pour le pire. Mais si on condense de l'énergie, on a aussi de la matière. C'est ce qu'on fait dans les accélérateurs de particules, le CERN. Voilà. On a les collisionneurs, les circulaires, le LHC. Voilà, et le nouveau collisionneur circulaire qui va faire 90 km de diamètre. Donc on fait rentrer en collision par exemple des protons, on libère de l'énergie, et si l'énergie est suffisante, on va matérialiser des objets microscopiques qu'on appelle des particules élémentaires. Dans notre monde, imaginons une moto qui rentre dans un bus, le choc libère de l'énergie, ce choc pourrait libérer une tasse de café si l'énergie est suffisante, une paire de pantoufles, un vélo, mais cette énergie va se dissiper, donc aussi vite matérialisée, ces objets vont aussi vite disparaître. C'est pour ça qu'on a des particules virtuelles, dont la durée de vie est tellement courte qu'on parle de particules virtuelles, de l'ordre de la microseconde. Donc, on voit bien que cette équation exprime que la matière est un réservoir d'énergie et que l'énergie condensée, c'est aussi de la matière. Oui. On peut très bien envisager une équivalence matière temps-énergie. Temps-énergie, oui. Donc, les groupes de temps à écoulement plus lent seraient associés à une énergie du passé, et les groupes de temps à écoulement plus rapide seraient associés à une énergie du futur. Ces deux énergies sont associées à des émotions et à un rapport au réel. Par exemple, quand on est associé à des temps qui s'écoulent plus lentement,
eh bien, l'émotion qui s'impose, c'est la joie. On est en recherche frénétique de la qualité, ce que j'appelle la qualifrénie, et on est dans le libre arbitre. C'est plutôt des énergies libertaires. À l'opposé, quand vous avez des groupes de temps à écoulement plus rapides que le présent, c'est plutôt des énergies comme la peur, la colère, des sentiments de stress, d'angoisse, d'anxiété, de frustration, de culpabilité. On recherche frénétiquement la quantité, c'est la qualifrénie, et on est plutôt... Quantophénie, ouais. pardon. Et on recherche plutôt l'absence de liberté, c'est un monde totalitaire. Donc on voit bien qu'on essaye... Ça dépeint un peu le monde d'aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que ce monde, on peut le voir de différentes facettes. On peut le voir comme une bataille économique, une bataille géopolitique, mais on peut le voir aussi comme une bataille entre le passé et le futur. Oui, parce qu'on voit que les événements déjà géopolitiques s'accélèrent. Donc on est dans ce règne accélération, et on va vers une tendance totalitaire, une tendance quantophénique et une tendance où on nous met dans la colère, dans la tristesse, dans la peur. Donc dans cette configuration-là, donc rapidité, accélération, voilà. Émotions basses. Les émotions sont forcément basses. Oui, l'énergie du futur entraîne des énergies basses. Alors c'est intéressant parce que si on voit tout le Forum économique mondial, c'est une volonté de nous couper de notre passé. On veut le transhumanisme, un homme remodelé, on veut complètement changer. Et puis le phénomène cancel, la cancel culture, voilà. Qui veut changer une l'histoire. Tabula rasa, on veut vraiment nous couper de notre passé. Il y a un proverbe qui dit « Si tu ne sais pas où tu vas, sache d'où tu viens ». Il faut rappeler que les malheureux Africains qui étaient pris en esclavage, quand ils ne savaient pas où ils allaient et on les avait coupés d'où ils venaient, se suicidaient. Donc c'est très difficile quand on n'a pas de repères. D'ailleurs, ça fait partie des éléments qui programment un MK Ultra. Quand on le met dans un caisson sensoriel, avec peu de stimulation au niveau des sens, eh bien, les gens finissent par perdre le sens de leur identité et ils n'ont plus de repères temporels. Donc c'est pour ça qu'on nous a séparés les uns des autres. C'est Cameron, Donald Ewen Cameron, un psychiatre d'origine écossaise qui avait fait ses expériences à partir des travaux de Donald Hebb, qui était un physiologiste canadien, qui avait travaillé sur les questions sensorielles. Donc on prenait des gens, on les mettait dans des conditions d'isolement sensoriel et ensuite, sous l'effet de drogue, on les reprogrammait pour avoir un MK Ultra. Oui. Alors, on voit bien qu'il y a une charge portée contre les sociétés traditionnelles, dont on ne voit pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas dérangeants, ils ne militent pas pour leur culture. Ils veulent continuer à vivre comme vivaient leurs ancêtres, c'est ce qu'on appelle des peuples racines. Ils ne sont pas un danger économique ni idéologique. Et pourtant, ils sont gênants parce qu'ils sont un trait d'union entre le futur et le passé. Donc il y a deux façons d'envisager le futur. On a un futur qui est complètement coupé du passé de l'humain. On oublie l'humaine nature. D'ailleurs, dans les projets du Forum économique, il y a la volonté d'avoir un homme fabriqué sur mesure. Remplaçable, quoi. Ouais, remplaçable. Et on veut un homme qui ne soit pas, dérangeant, qui n'ait pas d'affect, qui n'ait pas d'émotions dérangeantes, etc. Alors, la première chose, c'est que oui, on peut voir à différents niveaux ce qui se passe. Moi, je le prends à un niveau temporel. C'est une lutte entre le passé et le futur. Alors, qu'est-ce qui te fait dire ça ? Ce qui me fait dire ça, c'est que toutes les valeurs du passé européen sont gommées. Complètement gommées. C'est-à-dire, on veut nous gommer de notre histoire, de notre identité. Bon, on voit bien, ça avait été annoncé par le dissident brillant Alexandre Zinoviev, on veut aller vers un super État européen où il n'y aura plus d'identité culturelle comme on a pu avoir. On avait une identité de Français, d'Espagnol, d'Italien, etc. On veut abattre les frontières. Les frontières, c'est le mal absolu. Une frontière, c'est nécessaire pour la vie. S'il n'y avait pas une membrane cellulaire, la cellule ne pourrait pas vivre. Donc un pays, s'il n'a pas de frontières, il est amené à disparaître. Et on nous fait croire que la frontière empêche l'échange, alors qu'on voit au contraire que dans les phénomènes biologiques,
toute frontière n'empêche pas les échanges biologiques. Les échanges les plus importants de la cellule se font par la membrane. Elle est dite semi-perméable, c'est-à-dire elle sélectionne les nutriments qui doivent rentrer et elle élimine ses déchets. Et c'est parce qu'elle est semi-perméable que la cellule peut vivre. S'il n'y avait pas de membrane, il n'y aurait pas de vie. Une bactérie a une membrane, un parasite a une membrane, un champignon a une membrane. La vie nécessite une frontière. En physique, quand il y a on appelle ça une interface, c'est l'endroit le plus riche parce qu'il se passe des choses sur une surface. Parce que sur cette table, vous avez de l'air et vous avez du solide. Donc, c'est une interface solide gazeuse et c'est un environnement extrêmement riche au niveau des phénomènes physiques. Donc, on veut vraiment enlever... nos zones d'interface. Les zones d'interface, exactement. On veut gommer les zones d'interface. Donc, parler de frontières, c'est être d'extrême droite. D'ailleurs, l'Open Society de George Soros, c'est une inversion du travail de Karl Popper, le philosophe qui avait enseigné la philosophie, parce qu'au départ, George Soros est philosophe. Lui-même, il dit qu'il n'était pas un philosophe brillant. C'est pour ça qu'il s'est reconverti dans la finance et qu'il a mieux réussi qu'en philosophie. Et lui, il a considéré qu'il fallait plus de frontières. Il fallait une sorte de village mondial. Et donc, on pourrait multiplier les critiques. C'est-à-dire qu'en physique, par exemple, si on prend une source chaude et une source froide, s'il n'y a pas de différence de température, il ne se passe rien. Il faut qu'il y ait une différence de température, évidemment, entre la source chaude et la source froide. Et donc, ça s'appelle un transfert thermique. Et donc, la source chaude donne généreusement sa chaleur à la source froide jusqu'à ce que les deux sources atteignent la même température. À ce moment-là, le système est dit mort thermiquement. Donc, pour qu'il y ait du mouvement, il faut une différence de potentiel. Voilà. Et la vie, elle vient du fait qu'une même grandeur a des valeurs différentes. Une membrane, elle sépare l'intérieur, l'extérieur. Il y a eu au XVIIIe siècle, d'ailleurs, sur la notion de frontière, un concours organisé par les académies européennes, comme on faisait à l'époque. Et le thème, c'était pourquoi l'Europe est si créative. Parce qu'à l'époque, l'Europe, en particulier la France, déposait beaucoup de brevets, d'inventions. Et c'est un philosophe anglais, David Hume, qui a gagné. Et il a dit parce qu'il y a une biodiversité culturelle. Alors à l'époque, on n'utilisait pas le mot de biodiversité culturelle, mais il y a une richesse culturelle. Chaque pays a son identité. Est présent sur un même espace, et parce qu'un Italien n'était pas un Français, un Polonais n'était pas ni un Français ni un Italien, et de même pour tous les pays qui constituaient l'Europe à l'époque, c'est parce qu'il y avait ces différences culturelles qu'il y avait au niveau des échanges une grande richesse. Et c'est comme ça que David Hume, il a gagné le premier prix, a expliqué le creuset inventif de l'Europe. Donc tout ça est gommé. On veut avoir une uniformisation, un homme unique, un pays européen unique, et donc c'est à l'inverse. Voire même un genre unique. Oui, un genre unique. On veut abolir les genres, abolir les... on veut abolir les polarités. Et donc ça, c'est vraiment une refonte. C'est pas simplement un mouvement sociologique, c'est une volonté de gommer l'humaine nature. Pour préparer cette humaine nature à être compatible avec la mise en place des cyborgs, etc. etc. Donc c'est quoi, une idéologie transhumaniste qui devient totalitaire ce qu'avait montré Jacques Ellul, c'est que la technologie déjà prend son autonomie et elle s'émancipe vis-à-vis du monde des hommes. Et deuxièmement, il disait que si on n'a pas réagi sur l'évolution technologique, c'est qu'on ne veut pas s'avouer individuellement et surtout face aux autres qu'on a un désir de puissance. Et donc, on joue sur les peurs encore, la peur de mourir, qui est la peur première de l'être humain. Donc, on nous promet l'immortalité, mais j'ai envie de dire, pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Voilà. Et c'est assez amusant parce qu'on revient à la mythologie grecque où il y avait les dieux qui étaient immortels, les demi-dieux, et puis les simples mortels. Donc on peut imaginer qu'on aura les gens qui seront très transhumanisés, moyennement transhumanisés, et pas du tout transhumanisés. Donc on retrouve le triptyque
immortel, demi-immortel ou demi-mortel et mortel. Comme si l'histoire se répète. L'histoire se répète. Le totalitarisme n'innove pas. Ce qui est changé, c'est les moyens pour y parvenir. Mais c'est la même idéologie. Avoir un homme uniformisé, comment dirais-je, façonné comme on fait une production industrielle, quoi. Ce qui est dérangeant, c'est la variabilité humaine. Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, on voit bien que c'est une bataille du temps où on essaye de gommer tout ce qui était la nature humaine, l'histoire humaine. On est en train de nous faire le roman d'une nation, on remonte tout et on le transforme. Et donc, si on comprend ces deux énergies, il se trouve que l'énergie du passé est plus forte que l'énergie du futur. Pourquoi ? Théoriquement, il faut plus d'énergie au futur pour combattre le passé. C'est pour ça qu'on a des masses, des égrégores, la quantophrénie. C'est la théorie qui montre ça. Ça s'appelle le théorème des trois énergies. Donc, et alors ce qui est intéressant, c'est que le divin, si on passe à un niveau qu'on pourrait appeler la théopolitique, il est plutôt associé à des temps très lents, voire qui ne s'écoulent plus du tout. D'ailleurs, étymologiquement, Dieu, ça vient de l'indo-européen Dio, D-Y-A-U, qui signifie la lumière la plus vive qu'on puisse envisager. Et donc, dans cette théorie, que j'ai appelée le pointillisme du temps, plus un temps s'écoule lentement et plus la lumière associée à ce temps est vive. Donc si le temps ne s'écoule pas, c'est la lumière la plus vive qu'on puisse envisager. Alors c'est assez amusant de voir les représentations des personnages de l'Égypte antique qui sont toujours de profil. Ce qui a fait dire à Jean Cocteau que les Grecs étaient aveugles de face et l'Égypte regardait le monde de profil. C'est-à-dire que le personnage n'ose pas tourner ses yeux droit dans la lumière divine, sinon il serait broyé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut utiliser l'énergie la plus forte. Et l'énergie la plus forte, c'est l'énergie associée à des temps plus lents. Et ces temps plus lents nous connectent à l'énergie divine que tous ces oligarques redoutent. Alors, comment on a accès à ces temps plus lents ? Parce que là, si on vit sur cette linéarité temporelle qui s'accélère dans les événements. C'est là où ça devient intéressant parce que ça change un peu notre modèle de l'individu, de l'être humain. Le fait de passer d'un temps unique à la multiplicité des temps a plein de conséquences. Alors, si on fait un petit historique rapide, le temps de la physique classique est unidirectionnel avec un écoulement qui va toujours dans le sens où le présent se transforme en passé, laissant la place au futur. En physique quantique, il n'y a plus de flèche au bout. C'est-à-dire que interroger une particule au présent, c'est assez surprenant et dérangeant, c'est prendre le risque de changer son passé. Oui, on le voit avec l'expérience de la double fente de Young. Voilà, exactement. Que les gens pourront aller regarder, où on voit que les particules élémentaires se comportent d'une certaine façon si on les observe au microscope et d'une autre façon si on ne les observe pas. Exactement. Et le fait de les particules, quand on les observe, peuvent changer leur passé. Donc elles remontent le temps en plus. Oui, elles remontent le temps. C'est une rétroaction. Je ne suis pas le seul à le dire, puisque Alan Cohn le dit. Et d'autres physiciens, mais en tous les cas, il est médaille Fields. Donc, et puis, s'il n'y a plus de flèche au bout, on peut très bien envisager que le futur précède le présent. Si c'est circulaire. Oui, c'est vrai. Voilà, l'interaction entre passé, présent, futur peut se faire dans un ordre qui n'est plus du tout celui de la physique classique. Ça, c'est déjà une révolution en soi. Alors, en physique quantique, quand on fait une mesure, contrairement à la physique classique, on va perturber sa mesure par son instrumentation, mais ça, c'est ce que dit la physique classique, mais aussi par sa conscience. C'est la vision de Jeanne Wigner. Donc, c'est le point central de la physique quantique. Par exemple, si on prend une particule, on va prendre un exemple simple, avant la mesure, elle peut être simultanément 4 points cardinaux.
il y a une équation importante de la physique quantique, qui est l'équation de Schrödinger. Comme toute équation, elle a des solutions. Il se trouve que si on prend comme solution de l'équation de Schrödinger la position d'une particule, première position que la particule peut prendre, c'est la particule est au nord. Deuxième solution, elle est au sud. Troisième solution, elle est à l'est. Et troisième solution, elle est à l'ouest. Dans une physique classique, la particule serait au nord ou au sud ou à l'est ou à l'ouest. En physique quantique, si on additionne nord et sud, les deux solutions sont encore solutions. C'est-à-dire que la particule est simultanément au nord et au sud. Et si on associe ces deux solutions à la solution est, c'est encore une solution. Donc la particule peut être au nord, au sud, à l'est. Et si on ajoute la solution ouest aux trois autres, c'est encore une solution. Donc ça veut dire qu'avant la mesure, la solution est aux 4 points cardinaux. Et quand on va interagir avec ces positions potentielles, il y a une solution qu'on va faire. Et qui décide à ce moment-là de la solution ? C'est la mesure ou c'est l'observateur ? C'est l'observateur. Ce qui fait que la physique quantique est considérée comme une physique participative où il n'y a pas que l'instrument qui perturbe la mesure, il y a aussi celui qui fait la mesure. Donc celui qui fait la mesure est appelé un participant. Et la mesure, pour bien spécifier qu'elle dépend de celui qui a fait la mesure, est appelée une observable. Et la question que s'étaient posée les pères fondateurs de la physique quantique, c'est où est le réel, avant la mesure ou après la mesure ? On peut se poser la question. Ouais. Alors, il y a différentes interprétations. Il y a l'interprétation dite de Copenhague qui est due à Niels Bohr, qui était un Danois qui a beaucoup contribué à l'évolution de la physique quantique, qui lui considère qu'une fois qu'on a choisi la solution nord, les autres solutions sont éliminées. Et puis il y a Hugh Everett, un Américain, qui lui dit non, les autres solutions ne sont pas éliminées. Dans notre monde, un expérimentateur va mesurer la solution nord, mais dans un autre univers parallèle au nôtre, le même expérimentateur va mesurer la solution sud. Et puis il y aura un troisième univers où le même expérimentateur va mesurer la solution est et un quatrième univers parallèle. Alors la question c'est, est-ce qu'il y a autant d'univers parallèles que de solutions possibles ? Si on écoute un peu Jean-Pierre Petit aussi qui lui parle que l'univers est gémellaire, il n'y en a que 2. Voilà, alors après, vous avez différentes options. Il y a des gens qui ont tout mis la complexité sur les univers multiples, les multivers. C'est en particulier Philippe Guillemont, mais on peut très bien avoir une complexité sur la multiplicité temporelle. C'est-à-dire que si on remplace solution nord, sud, est, ouest, on pourrait dire la solution est désespérée parce qu'on est désespéré. Et donc, on va alimenter ce désespoir. Ou bien, on change intérieurement. Et ce n'est pas un monde de bisounours, mais c'est une nécessité d'avoir une autre émotion. Et à ce moment-là, la solution se résout. Voilà. Ou bien, on est un peu entre les deux et donc on arrange un petit peu. Ou on est complètement apocalyptique, c'est les collapsologues, et on va tous mourir. Moi, je prends l'option, je suis possibiliste, qu'il faut mieux avoir intérieurement une connexion avec une solution possible, mais sans la colère. Alors, ça m'amène à un autre volet. C'est que, comme tous les Occidentaux, j'ai pas eu de formation sur les émotions, à moins de faire des études de psychologie. On nous apprend pas ça à l'école. Hein. Moi, j'ai fait des études de biologie, on nous apprend pas. Et donc, un enfant, si vous voulez, on va prendre un exemple à peine caricatural. Imaginez un enfant de 5 ans, il joue avec son cousin lui vole son bonbon à la fraise. Donc, il est peiné, pour lui, c'est un drame. Pour un adulte, c'est rien. Il va utiliser une émotion qui touche ses parents. Il est stratégique. Il aurait pu utiliser la colère, il aurait pu bouder, la tristesse. Lui, il va pleurer. Bon. Alors, pleurer, tristesse, etc. Tout de suite, l'adulte est mal à l'aise parce que lui-même, il ne sait pas gérer ses émotions. Donc, on va le mettre dans la honte. Plutôt que le laisser exprimer sa tristesse. On va lui dire, c'est pas bien de pleurer quand on a un grand garçon comme toi. Ou on va être dans le déni.
Mais c'est rien, on t'a volé un bonbon à la fraise, sauf que pour un enfant de 5 ans, son bonbon à la fraise, il y tenait, quoi. Pour un adulte, évidemment, c'est rien, mais pour un enfant de 5 ans, c'est un drame. Ou alors on va le mettre dans la culpabilité, on va lui dire « mais arrête de pleurer, tu fais de la peine à maman ou papa ». Ou on va marchander avec lui. Oui, on va si lui tu dire arrêtes de pleurer, et on te donnera un autre bonbon. Sauf que lui, ce qu'il veut, c'est son bonbon à la fraise. On va lui donner un bonbon aux abricots. Il y a une injustice. Voilà. Ouais. Ou alors, on peut lui faire peur. Si tu n'arrêtes pas de pleurer, tu vas recevoir une gifle. Ou on va essayer de le recadrer. On va lui dire, il va entendre l'enfant. Ah, cet enfant dort pas assez, c'est pour ça qu'il est sur les nerfs et c'est pour ça qu'il réagit excessivement. Moi, j'ai eu une patiente d'origine marocaine. Ses parents ont essayé de la surprotéger. Il fallait qu'elle épouse un homme très riche, qu'elle ne travaille pas. Elle a eu un petit problème de santé et ses parents sont restés cristallisés sur le problème de santé. Ouais. Et donc, elle est tout le temps fatiguée. Elle sait que ce n'est pas une fatigue normale, parce qu'elle dort son nombre d'heures de sommeil, mais ils ont créé en elle la croyance comme quoi elle est vite épuisée, vite fatiguée, qu'elle a peu d'énergie vitale, alors que si ses parents lui avaient donné une autre croyance, elle aurait une autre énergie vitale. Et ce qui fait que notre enfant, qui avait pris comme option de pleurer et d'exprimer sa tristesse, eh ben on l'a dévié vers la honte, la culpabilité, la peur, voilà. Et donc, on ne sait pas gérer nos émotions. Comment gérer ? C'est un très bon exemple, d'ailleurs, que tout le monde a dû vivre dans des situations bien différentes, que ce soit quand on était petit ou à l'école. Après, le chantage émotionnel continue. Comment on fait pour bien gérer ces situations et en quoi c'est important ? C'est important parce que l'enfant nous dit tout. Déjà, il exprime son émotion. Et il ne cherche pas à la réprimer. Donc, on peut dire qu'il est... il est intègre par rapport à ce qu'il ressent. Et puis, vivre son émotion, c'est intéressant parce que c'est aussi la vivre par le corps. Et donc, on a des approches qu'on appelle, par exemple, TIPI. T, technique, I, d'identification, P, des peurs, I, inconsciente. C'est-à-dire que quand on vit un événement traumatisant, alors, pour lui, c'est traumatisant. Est-ce que dans sa vie d'adolescent, il va rester scotché sur ce bonbon à la fraise ? Non. Mais vous voyez, quand on perd une grand-mère, quand on perd un être cher, quand on vit des événements traumatisants, ça peut laisser des traces. Et donc, on vit souvent l'événement par le mental. Dès qu'on interroge une personne sur un traumatisme, elle va décrire « je suis pas bien », c'est des concepts abstraits, comme on l'utilise en parlant tous les deux. Mais le corps a absorbé. Donc on amène le corps à revivre l'événement et à exprimer ce qu'il a à nous dire au moment où on l'interroge. Il ne faut pas chercher à savoir ce qu'on a ressenti à l'époque. Et le fait de ressentir son corps, il y a ce qu'on appelle un feedback. C'est-à-dire que le corps rétroagit sur le cerveau et ça peut complètement enlever une situation. Moi, j'ai eu un patient, par exemple, enfant, il était très influencé par Superman. Il voulait, avec son costume de Superman, devenir un super-héros. Ses parents habitaient la Belgique. Il voulait sauter du balcon de ses parents pour atterrir en face, le balcon d'en face. Évidemment, il avait caché son désir de jouer à Superman à ses parents. Et un jour que ses parents se sont absentés pour aller chercher des viennoiseries, 10 minutes, il a mis son plan à exécution. Et il a pris un grand élan dans le salon de ses parents. Et au moment où il allait sauter, il s'est rendu compte qu'il allait tomber entre les deux balcons. Et son cerveau a associé hauteur avec peur de mourir. Ce qui fait qu'il n'a jamais pu vivre en hauteur. Donc il a toujours vécu dans des appartements au rez-de-chaussée. Il n'a pas pu prendre l'avion, monter sur un tabouret, il avait le vertige. Et comble de l'horreur pour lui, il était ingénieur, il a travaillé toute sa carrière dans un bureau au 10e étage. Et donc, je lui ai fait revivre cet événement, qui était précis, mais des fois, un thème est suffisant, on n'est pas obligé de se rappeler l'événement précis. Et il est sorti très rapidement de son vertige. Alors, je ne dis pas que être en hauteur est une partie de plaisir, mais il n'a plus le frein qu'il avait, qui l'ont inhibé. Il m'avait envoyé une lettre pour me dire « je vous remercie parce que je revis, j'ai pu prendre l'avion, j'ai pu… » voilà. Ce qu'il n'avait jamais pu faire. Donc,
le Forum économique mondial, la planification, on va dire, du gouvernement invisible devenu visible, ça consiste à nous scotcher sur des émotions qui sont des émotions du futur, de façon à ce qu'on aille chercher une potentialité future qui les maintienne en place. Donc, comment contrer ça ? Eh bien, il faut utiliser les émotions qui sont associées à des écoulements temporels plus lents que le présent, et c'est le sentiment de bienveillance, le sentiment de joie, le sentiment d'amour, retrouver l'antidote de ce qu'ils veulent nous proposer, c'est-à-dire le plaisir d'être avec des amis, retrouver le lien social, le liant. Et c'est ça qui permet de combattre. Et c'est pas du tout une stratégie bisounours. La justesse, elle est au-delà de la colère, de la peur. Elle est ciblée. C'est comme un archer qui va mettre sa flèche dans le centre. Alors c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on voit que la solution à tout ce qu'on vit, c'est quand même d'essayer de prendre le contre-pied de ces énergies très anxiogènes, de cette situation anxiogène du monde, parce qu'on le voit, la géopolitique mondiale actuellement n'a jamais été aussi anxiogène que ça. On nous assène du matin au soir qu'on est au bord d'une 3e guerre mondiale, on nous montre des massacres sur TikTok au Moyen-Orient, on nous fait un film d'horreur. On nous fait un film d'horreur en permanence. Et en même temps, il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni de ce qui se passe, qui regardent pas trop et qui vivent leur petite vie, qui n'ont pas trop compris ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire, qui se sont fait injecter, qui ont continué leur petite vie, qui ont continué leurs liens sociaux, qui ont continué d'être un peu dans le déni et dans la légèreté de la vie. Et pourtant, ça n'a pas forcément aidé à ce que le monde aille mieux. Est-ce que finalement, ça peut pas être aussi un piège d'être dans ces énergies de bienveillance, d'espérance et de pas trop combattre le système qui essaie de nous rendre esclaves, ou est-ce qu'il faut passer par la conscience de cela, passer par la vallée des larmes, la colère, la peur, etc., pour finalement finir par l'acceptation, mais on ne peut pas... Tu vois, on ne peut pas prendre le raccourci. Ah oui, on ne peut pas passer du déni à l'autre côté, c'est-à-dire l'acceptation du pardon. Est-ce qu'il faut qu'on passe par toutes ces étapes obligatoirement ? On peut, toutes ces étapes, on doit les vivre, mais il y a des gens qui prendront plus de temps pour parcourir le déni jusqu'à la tristesse. Alors après, je dirais, il faut se tester parce que si on n'est que dans le déni, on ne veut pas voir, on est dans la méthode rose. C'est pas ça. C'est-à-dire que vous voyez les choses, mais vous arrivez à transcender cette zone de turbulence émotionnelle. Et je dirais, si on veut être à un niveau méta, on est obligé de rentrer à l'intérieur de chez nous pour transcender. Pour en sortir. Oui. Parce que Maine de Buran, un philosophe, disait, en parlant de la maladie, que la bonne santé nous fait sortir de chez nous et la maladie nous y ramène. Donc, en supposant, imaginons qu'il y ait un plan divin et on veut nous faire évoluer. À ce moment-là, la contrainte qu'on nous propose nous oblige à transmuter intérieurement. Ouais. Voilà. Donc, ces gens-là... ils sont un peu dans la méthode rose, ils veulent pas voir. Je pense qu'il faut voir, c'est la vérité, et transcender ce qu'on voit au-delà de la turbulence de colère, Parce que souvent les gens, les personnes autour de nous, on l'a beaucoup vécu pendant la crise sanitaire, qui n'étaient pas forcément conscients de ce qui se passait lorsqu'on les faits leur sont présentés sur la réalité de la propagande qu'on a vécue, la rejetaient systématiquement en disant non, on veut pas sombrer dans ce côté-là un petit peu anxiogène, on veut pas être en dépression, on veut pas altérer nos vies, on veut rester un petit peu dans ces énergies de légèreté, etc. Est-ce que justement le piège, c'est quand on parle de l'acceptation et du pardon, c'est qu'il ne faut pas oublier de dire aux personnes qui nous écoutent qu'il faut d'abord passer par la compréhension du monde, par la colère associée à la découverte des coulisses du monde dans lequel on est, pour en sortir et ne pas en rester
Et là où finalement, rester dans le déni est un piège, découvrir le monde et rester dans la colère est un piège. Et en fait, c'est le cheminement à travers toutes ces étapes qui est la solution. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut arriver à... C'est comme un deuil qu'on va faire. On trouve sur une tablette sumérienne, on ne sait pas trop, peut-être 3000, 4000 ans, la chose suivante. Peut aller sur les chemins de la guérison celui qui est capable de contacter à nouveau la joie, d'apprécier la beauté du monde et de vivre les 3 pardons. Il y a le pardon de la victime vis-à-vis du bourreau. C'est pas facile, mais on se donne encore le beau rôle. Il y a le pardon du bourreau vis-à-vis de la victime. On voit bien que c'est difficile. À Nuremberg, les gens veulent pas rentrer dans cette énergie de pardon sur ce qu'ils ont fait à leurs victimes. Puis la plus difficile, c'est le pardon vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire que dans le déni, il n'y a pas que la méthode rose, c'est-à-dire qu'on ne veut pas s'avouer qu'on a laissé faire, on ne veut pas s'avouer qu'on ne peut pas pardonner finalement encore au bourreau. C'est tout ça qui se joue. Et il y a une autre chose qu'on voit sur une tablette sumérienne, c'est un proverbe qui est intéressant, qui dit « Ce n'est pas parce que 2 nuages se rencontrent qu'il va pleuvoir, mais plutôt il va pleuvoir, donc 2 nuages se rencontrent. » C'est-à-dire que dans certains pays, notamment en Afrique, il y a des faiseurs de pluie. C'est-à-dire que nous, on considère que la rencontre d'un nuage d'air chaud et d'air froid va créer la pluie. C'est la météo, c'est la causalité scientifique. Eux considèrent que si on actualise la potentialité pluie, les nuages vont se rencontrer et créer la pluie. On pourrait étendre ça, c'est pas parce que je n'ai pas l'argent que je vais pas réaliser mon projet, je veux réaliser mon projet, donc l'argent viendra. Donc, ce qu'on dit le pouvoir de l'intention. C'est le pouvoir de l'intention. Donc il faut vraiment arriver à retrouver, parce que sinon on rentre dans quelque chose d'infernal, c'est-à-dire les normistes, on leur fait la guerre. C'est ce qui peut être fait, on remarque depuis la crise sanitaire. C'est jouer le rôle de la division. Et on a vu la division entre les pro-vaccination, les anti-vax, les pro-LGBTQ, pro-palestiniens, pro-israéliens. On est dans un monde de dualité. Voilà. Et donc, la caractéristique du diable, c'est la division. Diabole, ça veut dire diviser. On donne souvent l'exemple, la coquille d'huître, quand on la sépare de ces 2 coquilles qui sont réunies, on est dans le diabole. Le symbolum, c'est relier les 2 coquilles. Il faut arriver à englober ces gens sans les déranger, mais utiliser leur énergie. Leur énergie. Alors, ils veulent pas voir, oui, ils ont peut-être pas l'énergie pour le voir. Parce que quand les personnes sont dans le déni, on voit à quel point il est très facile, dans cette vallée des larmes, d'arriver à la colère. Ça peut être assez facile. Par contre, de passer de la colère à l'acceptation de pardon, c'est un chemin beaucoup plus difficile. Oui. En général. C'est plus difficile, mais d'un autre côté, comment dirais-je, quand on comprend la nécessité d'avoir une autre forme d'énergie pour gagner le combat, on l'accepte plus facilement. Vous voyez, il y a une étude qui a été menée par 2 femmes, Erika Chenoweth, qui est professeure de politique à l'université d'Harvard, et Marie-Ange Stéphan, ex-directrice de la Société de la paix américaine. Il y avait une structure qui essayait de promouvoir la paix. Et elles ont étudié à peu près 323 conflits sur plus d'1 siècle. Et elles ont essayé de voir les points communs des conflits qui voulaient améliorer des éléments dans telle ou telle politique, que ce soit aux États-Unis ou en dehors. Elles se sont rendues compte qu'il y avait 2 invariants. Les mouvements doivent être non violents. Il suffit de 3,5%. De la population ? De la population. Donc, il faut passer de la notion de masse critique à information critique. L'information critique est beaucoup moins contraignante en nombre. Pourquoi ?
Parce que, par exemple, l'homéopathie, c'est une information critique. On n'a pas besoin d'une grande quantité de matière. Mais c'est d'ailleurs tout l'enjeu d'expliquer que sur l'homéopathie, il reste plus de matière, il reste l'information, et c'est ce sur quoi les scientistes vont attaquer pour dire que c'est que de l'eau sucrée. Voilà. Je crois que ce qui est en train de se jouer, c'est ce qu'on appelle le post-matérialisme. C'est-à-dire que la science au XVIIIe et XIXe siècle s'est développée avec la notion de matière. Et la matière entraîne l'énergie, mais en dehors du couple matière-énergie, il y a aussi l'information. Alors, c'est difficile de définir l'information. Étymologiquement, c'est mettre en forme. La meilleure définition, c'est celle de Norbert Wiener, le père de la cybernétique, un mathématicien, qui définit l'information ici. L'information n'est ni masse ni énergie. Néanmoins, elle a besoin de cette masse et de cette énergie pour être véhiculée. Donc on pourrait donner l'exemple de la voiture. La voiture, c'est de la masse, c'est de l'énergie quand elle roule, mais il faut qu'il y ait un conducteur pour lui donner la direction, donc l'information nécessaire. Donc on ne confond pas le conducteur avec la voiture. Mais quand on parle en science, il y a une espèce de confusion entre la matière et l'information. L'information est véhiculée par la matière et l'énergie. Donc on a aussi une information véhiculée par les masses. Et il y a des lois qui sont différentes, parce qu'il y a les lois matérielles et il y a les lois informationnelles. Et c'est beaucoup moins contraignant. Alors, j'ai amorcé quelque chose que je n'ai pas défini, je vais l'introduire maintenant. Une des conséquences de passer d'un temps unique à une multiplicité de temps, c'est qu'on peut considérer que chaque objet inerte ou vivant, un être humain, existe simultanément sur deux plans. Un espace-temps où il est incarné, parce que le temps s'écoule à une vitesse suffisante pour que l'incarnation soit possible, que les objets puissent prendre une forme matérielle, qu'on puisse agir sur la matière en tant qu'être matériel. Mais on existe également simultanément dans un autre espace-temps, le temps s'écoule plus lentement, on existe sous forme informationnelle. Et ça devient intéressant parce que cette vision de l'individu, qu'on pourrait appeler une vision bipolaire, dualiste, on la retrouve chez les peuples traditionnels qui considèrent que nous vivons dans un monde que les anthropologues appellent le monde de la réalité ordinaire, qu'on pourrait appeler le monde visible, mais à ce monde visible, ce monde de la réalité ordinaire est associé à un autre monde qu'on pourrait appeler le monde de la réalité non ordinaire et le monde invisible. Alors pour eux, dans ce monde, il y a du monde, comme il y a du monde dans le monde incarné. Alors il y a des dieux, des émissaires de Dieu, des héros culturels, des esprits célestes, nocturnes, bienveillants, malveillants, des maîtres des animaux, des maîtres des plantes, des morts, des ancêtres, etc. Et donc, ils ont cette notion. Alors ce qui m'a le plus surpris, en parlant avec un peuple, les Arhuacos, c'est une ethnie de Colombie. Ils font partie des Terronas, une ethnie précolombienne. Il y a 4 peuples. Il y a les Kogi, qui sont les plus connus, les Arhuacos, les Canquamos et les Azarios. Et par rapport à ce que nous vivons, le désordre géopolitique, le réchauffement climatique, ils disent que le monde invisible, que les Kogi appellent Aluna, et que les Arhuacos s'appellent Bagwe, il est pollué. Il est pollué par nos pensées. Et ce monde invisible est la cause de ce que nous vivons ici. C'est-à-dire que si on introduit un deuxième monde, on a 2 mondes couplés. Le problème se pose, où est la cause, où est l'effet ? Est-ce que ça rejoint ce dont parle Jean-Pierre Petit, ces univers gémellaires ? D'une certaine façon, oui. Ça rejoint un petit peu différemment, mais ça rejoint un peu ça, cet univers gémellaire Janus. Alors lui, il introduit un univers de masse négative, et nous, on serait dans un univers de masse positive. Mais ces 2 mondes coexistent dans un même univers. Et effectivement, on se demander lequel préexiste sur l'autre, lequel agit sur l'autre. Pour Jean-Pierre Petit, les masses négatives sont à l'origine des formes des galaxies, et donc il a un modèle intéressant.
combattu, mais c'est pas étonnant, où il éclaire plein d'énigmes de l'astrophysique. Ça va de la stabilité des galaxies spiralées en passant par la matière et l'antimatière. Pourquoi il y a plus de matière que d'antimatière? Et donc je renvoie nos auditeurs à son site. Mais ça rejoint ça. Et donc ce qui m'avait frappé en parlant avec les Arhuacos, ils disaient comme ce monde invisible est la cause de ce que nous vivons ici, il faut dépolluer ce monde invisible. Alors ils ont des prières, ils ont des chants, ils ont des rituels, ils font des offrandes pour dépolluer ce monde invisible. Donc il faudrait peut-être qu'on prenne appui sur leur vision du monde et peut-être même les aider. Parce que si le monde de la réalité non ordinaire, comme disent les anthropologues, est la cause de ce que nous vivons ici, il faut pouvoir communiquer avec ce monde. Et ce monde, il est assez juste, on pourrait appeler une espèce de chant quantique. Il résonne par rapport à ce que vous êtes intérieurement. Donc ça veut dire que nos pensées résonnent. Sont plus importantes que nos actes. Exactement, presque. Voilà. Parce que le problème s'est posé dès le début de la naissance de la psychologie. Est-ce que je pense et il y a une émotion qui vient secondairement, ou je pense et l'émotion arrive simultanément à ma pensée, ou l'émotion précède la pensée? Alors, selon toi? C'est pas moi, c'est les neurosciences, l'émotion précède la pensée. Donc, quand on a une émotion de colère, on a une pensée de colère. Quand on a une émotion de peur, on a une pensée de peur, etc. Donc, comme ce monde est en résonance avec ce que nous sommes, si on est en colère, il nous renvoie notre colère. Et la partie adverse se nourrit de ça. Et ils font tout pour nous maintenir dans ces émotions qui alimentent les pensées, qui alimentent ce monde, qui polluent ce monde invisible. Et qui se retournent contre nous et qui les maintiennent. D'où le fait que finalement, quand on voit le déroulement des événements politiques, géopolitiques, que ce soit en France et dans le monde, tout est cohérent. On nous montre des massacres au Moyen-Orient, on se dit qu'il faut que ça cesse, on est dans la colère. On continue de nous les montrer, ça ne s'arrête pas. Ou le désespoir. Le désespoir, effectivement, parce qu'il y a les deux. On nous montre aussi la Troisième Guerre mondiale à potentiel à venir, et ça nous maintient dans une peur. Et en fait, tous les leviers sont activés pour nous laisser dans la cuvette de cette vallée des larmes. Pour mijoter. Alors on oscille entre colère, peur, tristesse, on remonte et on n'arrive pas. C'est comme une bille dans un bol. Ouais. On lui donne une pichenette, elle remonte la pente du bol, mais la pichenette n'est pas assez suffisante pour sortir du bol. Ou remonter à la même hauteur de l'autre côté. Il faut beaucoup de force pour que cette bille remonte. Et quelle pourrait être la pichenette cosmique, universelle, collective, pour permettre à l'humanité de remonter cette pente? Mais je pense que il faut qu'on retrouve cette espèce de dimension spirituelle qu'on est en train de perdre. Et la certitude que le divin est plus fort que tous ces oligarques. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que d'un point de vue géopolitique, au départ, avec Édouard Bernays, on a un gouvernement invisible qui contrôle nos pensées. Il disait lui-même dans un ouvrage... si on comprend la logique d'un groupe, on peut comprendre la logique d'une masse et on peut les enrégimenter et les diriger dans une direction. Mais là, c'est plutôt une emprise sur nos émotions. C'est même plus nos pensées. Oui. Voilà, c'est vraiment nous maintenir dans un bain émotionnel. Et ça, c'est stratégique. La guerre se fait dans nos cerveaux. Il n'y a plus de guerre comme on les faisait autrefois sur un terrain de bataille. On n'est plus à l'époque de Napoléon. On a des armes qui sont des armes de destruction massive individuellement. Donc ça s'appelle les médias. Les médias là, prennent tout leur sens, tout leur rôle en fait dans cette bataille. Essentiel. S'il n'y avait pas les médias qui étaient là pour maintenir la masse dans la peur, la colère, la tristesse, le désespoir, la frustration, eh bien, il y aurait on suivrait ce processus. Quand on perd quelqu'un, le processus se met en place. Quand personne n'altère ce processus... Il y a une espèce d'influence sur ce processus pour le bloquer.
Pour nous maintenir dans le... nous bloquer dans la peur, nous bloquer dans la colère, nous bloquer dans la tristesse. D'où le point névralgique de cet ensemble que sont les médias et on voit les attaques des pouvoirs sur les médias indépendants pendant les différentes crises passées. Mais les médias, c'est pour ça qu'ils sont subventionnés, contrairement à Nexus, c'est pour ça. Moi, j'ai regardé, dans n'importe quel relais, on voit bien que ça marche pas. S'il n'y avait pas l'État qui venait subventionner Le Monde ou d'autres magazines... Parce que même si les gens ne les achètent plus, ces médias mainstream, le fait qu'ils occupent le paysage audiovisuel, le paysage culturel français, ça nourrit l'opinion publique. Ah oui, tout à fait. C'est bien fait, vous passez devant un kiosque, il y a un gros titre, voilà. On le lit, mais on ne l'achète pas, mais on a compris ce qui se passe. Ça saute dans notre esprit, et puis d'un point de vue potentiel, ils sont là, quoi. Ils polluent. C'est-à-dire que chaque fois qu'un magazine sort dans le but de faire passer une information désespérante, ils occupent une potentialité. D'ailleurs, petite digression reliée à ce que tu viens de dire, parce que c'était un peu le clin d'œil par rapport à notre soirée du 5 septembre, c'est qu'il y a eu la conférence TEDx qui s'est tenue à Paris le 19 juin dernier. Et c'est un peu en pied de nez qu'on a voulu faire cette soirée le 5, c'est-à-dire le thème de leur soirée, c'était prospérer dans le chaos. C'est marqué en gros, c'était le thème central. Alors qu'on s'est dit, on veut prendre le contre-pied de ça et on va mettre la soirée du 5 septembre sous le thème de prospérer dans l'espoir. Est-ce que par ce genre de petites choses, on peut, à notre échelle, c'est pas énorme, mais essayer de redresser un peu la barre? Oui, je pense que toute initiative prend son sens. Et si on est dans l'information et non pas dans la matière, eh bien, même si c'est peu, si c'est bien ciblé, et je pense que ça doit être empreint de justesse, de vérité, de cohérence et d'intégrité. Si vous avez dans votre démarche ces différents points, votre information fera mouche. Voilà. Je fais aussi une ouverture que je n'ai pas finie. Oui, on est dans le post-matérialisme, c'est-à-dire qu'on se rend compte que la matière, alors ça va peut-être étonner nos auditeurs, à moins qu'ils le sachent déjà, mais un atome est vide à 99 et après la virgule, il y a 6 ou 7, 9. C'est que du vide, en fait. C'est que du vide. Mais un faux vide, c'est un vide plein d'informations. Donc les matérialistes réclament du 0, virgule, et après la virgule, il y a 6 ou 7 zéros et un 1. Donc, il faut bien comprendre que le monde est plus information que matière. Il est information, énergie et un peu matière. Et on a complètement inversé. Parce qu'on voit la matière, mais on ne voit pas l'information. C'est ça. On ne voit pas une onde. Une onde, c'est comme le temps. Le temps échappe à nos 5 sens. On ne peut pas le goûter, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas l'entendre et on ne peut pas le sentir. C'est un peu particulier. C'est vrai que ça devient presque ça fait un des nœuds au cerveau de se rendre compte que la matière, qui est la chose la moins présente dans l'univers, proportionnellement au reste, nous occupe, nous, l'esprit, en tant qu'humains, en majorité. Et nous concentre dans une logique, dans une réflexion et dans un accaparement obsessionnel, obsessif. Les gens veulent accaparer de la matière, de la richesse, des matières premières, sans comprendre que accaparer de la richesse informationnelle est plus important. Oui, c'est tout à fait juste. Et puis quand on regarde les chiffres que nous donne l'astrophysique, pour une particule comme le proton, il y a de l'ordre du milliard de photons. Le photon, c'est le terme utilisé quand on décrit la lumière d'un point de vue quantique. Et donc, dans l'univers, la matière est rare. Si on prend un cube d'un 1 cm par 1 cm par 1 cm, ça fait 1 cm cube. La présence de la matière, c'est 10 puissance moins 35 grammes par centimètre cube. Un 1 divisé par 1, c'est 8,35 zéros. Presque rien. C'est pratiquement rien. Donc, si on avait la possibilité de voyager dans le cosmos, de temps en temps, on dirait, tiens, de la matière. Et on verrait beaucoup de lumière. Et sur Terre, on a inversé. Alors, René Guénon, qui est un
un philosophe ésotériste disait que le point le plus bas est le reflet obscur et l'image inversée du point le plus haut. Il définissait ainsi le mal. Le point le plus bas, c'est le mal. Et on voit bien l'importance de l'inversion. Tout est inversé. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont dans le point le plus bas, qui est l'image inversée, et le pâle reflet du point le plus haut. Donc il faut se mettre le point au point le plus haut. Et le point le plus haut, c'est être dans les énergies hautes. Alors, il y a plein d'études qui montrent que quand on a des micro-moments de résonance positive, c'est-à-dire quand on est aimable avec les gens, quand on sourit à la vendeuse qui nous vend un croissant, voilà, même vis-à-vis de soi-même dans la glace, et ben ça stimule le nerf vague et ça entretient la santé et ça nous met dans un bain de positivité et on émet des ondes positives. Donc c'est des choses qui sont... Cercle vertueux en fait. Ouais, c'est un cercle vertueux. Donc évidemment, la solution, elle est individuelle. Oui, parce que j'allais dire, c'est quoi le seuil critique au-delà duquel tout peut basculer? Parce qu'effectivement, on a envie de faire ça collectivement. Mais bon, si on va demander à des millions de personnes de sourire en même temps et d'être aimables et d'avoir des pensées positives, c'est assez complexe. Mais c'est nous qui devons le faire dans le quotidien. Stephen Porges a fait plein d'études là-dessus, puis il y a Fredrickson, etc., qui ont montré l'importance ce qu'ils appellent des micro-moments de résonance positive. C'est bon pour la défense immunitaire, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour le nerf vague, etc. Donc il faut à un moment donné, ça participe à la dépollution à Luna, dirait les Kogi. Et donc, c'est peut-être une autre stratégie qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut se dire que c'est la bataille du pot de fer contre le pot de terre. D'un point de vue technologique et matériel, ils sont plus forts que nous parce qu'ils ont les moyens, mais nous sommes plus forts au niveau peut-être spirituel. Du nombre et de... C'est-à-dire on se relie sur des énergies hautes et pas des énergies basses. On est relié à l'énergie du passé, qui est l'énergie de joie, de bienveillance, d'amour, en tous les cas, pas de peur, de colère, de stress, d'anxiété, d'angoisse, de tristesse, de frustration, etc., de désespoir. Eux, ils ont une autre forme d'énergie. Et finalement, dans la géopolitique, il faut regarder les différents niveaux. Bien sûr, c'est une bataille pour le territoire. C'est une bataille pour avoir le pouvoir économique à partir des nouveaux moyens de technologie. Et ça, on en a suffisamment parlé. Mais c'est aussi une bataille spirituelle. On essaye de nous déspiritualiser, de nous couper du haut. Et ils ont bien compris. Et c'est une bataille des temps aussi, entre le passé et le futur. Alors ça devient cohérent parce que pourquoi il y a cette bataille contre la spiritualité, notamment en Europe? Parce qu'ils veulent nous couper de cette reliance. Pourquoi on a embêté autant les peuples traditionnels qui ne sont pas dérangeants pour la bourse? C'est parce qu'ils sont reliés. Ils sont reliés avec ces énergies du passé. Chez les peuples traditionnels, quand on prend une décision, on demande toujours aux ancêtres disparus. On essaye de faire venir un futur en harmonie avec le passé de la Terre. Et là, il y a un saut qui se fait. L'évolution a toujours procédé ainsi. Elle propose des innovations en lien, en cohérence avec le passé. Il n'y a pas des sauts comme ça, sinon ça fait des monstres. Et eux, ils veulent faire un saut qui n'est plus humain. D'où le transhumanisme. D'où le transhumanisme, qui est l'infrahumanisme et tout ce qui s'est mis en place. Alors, il y a plein de pièges auxquels il faudra faire face. Par exemple, l'intelligence artificielle, comme toute technologie, elle est Janus. Il y a un bon côté, un mauvais côté. Mais si je prends les gens de ma génération, on était beaucoup plus entraînés que les gens de ta génération sur le calcul mental. Et les gens d'une autre génération avaient la règle à calcul, etc. Et moi, je ne suis plus capable de faire les calculs mentaux que je faisais à l'époque, quand j'avais 16 ans, 17 ans. Donc j'ai eu une perte, on appelle ça une involution par non-utilisation. Les jeunes générations ont de moins en moins de mémoire. À cause de Google, de l'IA, le portable, le smartphone, etc. Donc attention, c'est-à-dire que l'IA nous propose de penser à notre place. Henri Michaud disait « on ne rêve pas, on est rêvé ». Moi je dirais « attention, l'IA nous pense
avant qu'on ne se pense soi-même. Donc il faut faire attention. Ça ne veut pas dire mettre un trait sur ces technologies, mais les utiliser avec discernement. Je crois que le maître mot, c'est le discernement. Et la justesse. Et la justesse. L'équilibre, en fait. Notion d'équilibre qui nous manque. Oui, mais la vie est basée sur des polarités équilibrées. Ouais. Oui, biologiquement, c'est équilibré. Pour qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait une biologie masculine et une biologie féminine. Sinon, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait un dedans, un dehors, une homéostasie. Il faut qu'il y ait un dedans, un dehors, une homéostasie. Ouais. Il faut qu'il y ait une unité. Il faut qu'il y ait tout ça. Par exemple, Andrew Taylor-Still disait le corps fonctionne comme un système global unitaire. Deuxièmement, nous avons en nous des mécanismes d'auto-réparation et d'autorégulation. On veut nous faire croire que notre défense immunitaire n'est plus assez forte et il faut nous assister. Nous assister avec les injections. Sur l'intelligence, sur l'exosquelette. Après, il avait compris que la structure et la fonction étaient interdépendantes. Structure et fonction. Voilà. Les structures institutionnelles induisent la fonction. S'ils sont dérégulés, une fonction est dérégulée. Et puis, comme c'était un ostéopathe, il avait compris que une tension dans un endroit du corps pouvait provoquer à distance une contrainte et une autre tension dans d'autres parties du corps. Et c'est à nous de mettre en place un mécanisme d'auto-réparation. Là, la vallée des larmes, c'est un auto-deuil qu'on fait. Et on ne peut pas faire autrement. Le cerveau, il est fait pour fonctionner comme ça, mais c'est pas obligé de durer 10 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent pour donner de l'espoir, parce qu'il y en a, à cette traversée de la vallée des larmes, parce qu'elle est plus ou moins difficile pour tout le monde. Il y en a pour qui c'est plus facile. On n'aime pas le vivre, on aime l'avoir vécu. Moi, je dirais que c'est une sorte d'épreuve spirituelle qu'on est obligé de vivre. Et donc, le fait de passer à ça, c'est un saut évolutionnel pour un individu. Voilà. La deuxième, c'est les lois du temps. Le futur précède le présent. Donc, c'est nous qui allons chercher un des futurs potentiels. Donc, si on est dans la peur, la colère, la tristesse, on va aller chercher le futur correspondant et on fait leur jeu. Mais il y a d'autres futurs que ceux qu'ils nous proposent. Ce que nous montre la physique quantique, c'est qu'il n'y a pas un futur, il y a des futurs. Il n'y a pas une trajectoire, il y a des trajectoires. Il n'y a pas une énergie, il y a des énergies. C'est la grande différence avec la physique classique où une particule, elle aura une trajectoire, une vitesse. Et au bout de cette trajectoire, à cette vitesse, un futur. Et elle a aussi au départ une position. En physique quantique, il y a une fluctuation. La particule, elle a une position 1, mais assez rapidement avoir une position 2, 3, 4, associée à des trajectoires 1, 2, 3, 4, avec des vitesses 1, 2, 3, 4 et des futurs 1, 2, 3, 4. Donc on peut aller chercher le futur qui fait leur jeu, on peut aller chercher d'autres futurs. Donc c'est pas une méthode de Buzz-Nour, c'est une méthode de guerrier spirituel. C'est-à-dire comprendre que si on reste dans ces énergies, on fait leur jeu. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On applique la méthode Rose, qui est incomplète, où on voit la situation, et c'est là où on peut se têter si on est vraiment possibiliste. Tout est possible, même l'impossible. Est-ce que ça passe forcément par du collectif, ou est-ce que c'est d'abord individuel ? Moi, je pense que ça doit être individuel, c'est ce que j'appelle l'égoïsme altruiste, c'est-à-dire qu'en étant le mieux possible dans sa vie et en rayonnant le mieux possible, on joue son rôle. Et on est une petite dilution qui paraît dérisoire, mais qui est essentielle. On dit qu'une goutte d'eau impure peut polluer un cosmos, et une goutte d'eau pure peut purifier un océan. Donc, en mettant de la pureté dans notre vie, je dirais plus que la pureté, parce qu'on n'est pas dans le pur et l'impur, on a vu au niveau de la vaccination. Moi, je dirais le juste. C'est ça qui me frappe le plus. Et puis comprendre les lois des énergies. C'est-à-dire que on voit bien que les stratégies qu'on a mises en place sont des stratégies qui sont plus adaptées. Par exemple, les manifestations. On se fait du bien, mais c'est... Ça donne aussi un petit peu de lien et un peu d'espoir. Ça donne du lien, de l'espoir au niveau énergétique. Mais on peut relier ça en disant...
on peut vivre ça en groupe, de l'espoir, du lien, mais on peut le faire aussi individuellement. Et donc souvent les gens on dit qu'après l'extase, il y a la lessiveuse, mais après une manifestation, souvent les gens retombaient. Donc il faut vraiment s'entretenir. Et puis on voit que un des moyens pour s'en sortir, c'est ce qui s'est passé, il faut qu'il y ait un lien très fort. Quand l'ex-URSS s'est effondré, il fallait retrouver un lien. Donc ils avaient encore l'envie de reconstruire la Grande Russie, donc un esprit patriotique, et puis ils ont remis l'orthodoxie. Alors c'est quoi le lien français, selon toi, qui pourrait nous aider ? Je pense que le lien français, c'est peut-être d'apprécier son pays. C'est un pays qui est quand même merveilleux, parce que c'est le pays, en termes de paysage, le plus diversifié qui soit. Je ne connais pas un pays vous avez tout en France. C'est aussi apprécier son identité française. Et ce n'est pas du racisme. C'est tout simplement... est-ce qu'on dit des peuples traditionnels qui sont racistes ? Quand vous interrogez un Kogi, il vous dit « Je suis un Kogi de la Sierra Nevada Santa Marta ». Donc il se définit par son lieu. Moi, quand j'ai passé un séjour parmi les Yawanawa, ils m'ont demandé à un moment donné une chanson de l'endroit où j'étais né. J'étais incapable d'en donner une. Donc, pour pas perdre la face, j'ai chanté la Marseillaise et ma femme a chanté à la Clairefontaine. Mais eux, ils ont tout est imprégné du territoire. Il y a des chansons qui correspondent à tel territoire, il y a des rituels à tel territoire, etc. Donc, je pense qu'il faut redécouvrir son pays, apprécier sa culture, sa langue, résister à l'envahissement de l'impérialisme américain, ne pas considérer que on est avant tout un citoyen du monde, on est à la fois un citoyen du monde, mais avant tout, on est un Français. C'est pas la même chose, c'est ce qu'on appelle le glocal. On a trop mis en avant le global avant le local. Ouais. Alors, dans un livre, j'ai tiré le fil à la vérité est venue de Philippe de Villiers. À un moment donné, il dit qu'il devait rattraper du temps pour ses dossiers à l'époque où il était à la Commission européenne, député. Il a vu une conférence qui n'était pas programmée où il y avait Henry Kissinger qui disait « N'oubliez pas, on les aura quand ils vont d'abord penser global avant de penser local. » Kissinger a dit ça ? Oui. Oh, ça veut tout dire. Oui. On y est. Le village mondial, etc., etc. Et donc, le simple fait d'être content d'être là où on est, c'est-à-dire en France, d'apprécier sa culture, sa cuisine, etc., c'est déjà une façon de réintégrer son identité. C'est une thérapie. Et de résister à tout ce qui nous est proposé, puisque notre cher président a dit qu'il n'y avait pas de culture française. Et on voit que ça prend du sens, du coup, toute cette déconstruction à laquelle il nous habitue, de voir un Macron aussi arrogant avec l'histoire française. Finalement, ça s'inscrit dans une logique. C'est pas juste de l'incompétence ou de l'inculture. Ça, c'est le piège dans lequel beaucoup de gens sont tombés. Alors, on se donne une espèce de supériorité en considérant que les hommes politiques sont des incompétents. Et par définition, celui qui dénonce l'incompétence voit l'incompétence, donc est plus compétent que l'incompétent qu'il désigne. Mais non, c'est bien vu, y compris prendre des ministres ou des présidents qui sont... comment dirais-je, pas à la hauteur. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça décrédibilise le premier ambassadeur, c'est le président. Vous voyez ce que je veux dire ? Avoir une tenue, avoir une prestance présidentielle. Comme on est dans un processus de déconstruction, il ne faut pas qu'il y ait des présidents qui aient une forte personnalité. Donc tout devient cohérent, c'est-à-dire la notion de déconstruction, désoccidentalisation. On va parler d'un sujet qui fâche, une intégration, une immigration non intégrative. La France a toujours été un pays d'immigration. Sous Louis XIV, il y avait 20 millions d'habitants, c'était le pays le plus peuplé d'Europe. Mais c'était une immigration
intégrative. C'est pas la même chose qu'une immigration non intégrative. Quand vous êtes dans une immigration intégrative, l'État intègre ses immigrants, ce qui a été fait tout au long de la France. Et donc, il ne s'agit pas de pointer du doigt les immigrants. C'est le pays qui est responsable. Une immigration intégrative évite d'avoir une lutte sur le territoire. Mais c'est ce qu'ils veulent. Ben, c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qui commence à se passer en Angleterre. C'est vrai. C'est-à-dire quand vous avez 2 populations A et B, c'est ce qui s'est passé quand la Chine envahit le Tibet, et que la population A l'emporte en nombre, et ben c'est elle qui prend le dessus, forcément. Donc elle prend le dessus religieusement, elle prend le dessus politiquement, linguistiquement. Et donc il y a des dossiers qui ressortent. Déjà sous Hollande, on avait envisagé certaines régions qui seraient soumises à la charia. On commence à parler de l'arabe comme 2e langue, etc., etc. Donc que ça soit juste, hein, moi j'ai voué ma vie à comprendre d'autres cultures, donc je me sens pas xénophobe ou raciste. Simplement, j'aime mon pays, et peut-être la meilleure formule, c'est le général de Gaulle qui l'avait donnée. Et je suis pas non plus gaulliste, qui disait un patriote aime son pays, alors que le nationaliste déteste les autres pays. C'est pas la même chose. Est-ce que c'est honteux d'aimer son pays ? On nous a fait croire ça. Bah oui. Et en fin de compte, on a pris appui sur quelque chose qui m'avait frappé. J'avais lu un livre de Rabindranath Tagore quand j'avais 18 ans, Sadhana. Et Rabindranath Tagore disait que le point fort du christianisme, c'était la compassion et la charité. Ce n'est pas des notions qui existent dans l'hindouisme. Et donc, on a pris appui sur cette charité chrétienne avec de bons sentiments pour nous proposer une dilution par immigration qui a affaibli l'identité française et qui a entraîné ce qu'on voit maintenant. Et ce qui est intéressant ou scandaleux, c'est de voir à quel point certaines forces politiques capitalisent sur cette réalité-là pour pointer du doigt ceux qui sont là, mais jamais ceux qui tirent les ficelles au-dessus. Oui, pour sûr. Qui toute la situation est arrangeante et permet encore une fois de jouer sur ces émotions qui permettent toujours de nous maintenir dans cette fameuse cuvette de la vallée des larmes. Exactement, la cuvette émotionnelle qui nous maintient justement dans un état. On pourrait reprendre, et j'envoie les auditeurs sur l'inhibition de l'action, une émission qu'on avait faite. Un cerveau, si on regarde le monde animalier, c'est agir, et il y a 2 options. C'est on agit par la fuite si on considère que l'animal auquel on est confronté est plus fort que nous, ou c'est stratégique, ou l'agressivité, on l'agresse. L'être humain a une option supplémentaire, il peut fuir dans l'imaginaire. Et donc on nous a fait, et on peut fuir dans les émotions, il peut fuir dans l'idéologie en isme, et Dieu sait s'il y en a eu, le communisme, le socialisme, le trotskisme, etc. Il peut aussi fuir dans la créativité, c'est le cas des grands créateurs qui sont mal dans leur temps. Et puis, il peut malheureusement fuir dans les névroses et les psychoses. Et donc, un cerveau, avant d'être fait pour penser, c'est fait pour agir. Donc, tout est logique. Quand on est coincé dans la cuvette, on est en inhibition de l'action. Et on se consume de l'intérieur. C'est-à-dire que être en inhibition de l'action, ne pas pouvoir agir, ça a des conséquences psycho-neuro-endocriniennes. Nous avons des glandes dans le cerveau qui sont l'hypothalamus et l'hypophyse, qui sont stimulées quand on est en inhibition de l'action et qui, en finalité, agissent sur les corticosurrénales qui produisent le cortisol, une molécule bien connue pour abaisser la défense immunitaire. Donc ça nous met en inflammation. Il y a une espèce d'inflammation intérieure qui vient de l'incapacité qu'ont certains, dans cette région de la vallée des larmes, de ne pas pouvoir exprimer leur colère et la vivre pour s'en débarrasser. Il faut la vivre pour une ultime fois pour s'en débarrasser, et non pas la maintenir et l'entretenir. Sinon, ça débouche sur une sorte d'inflammation chronique. Et puis ça débouche aussi sur la France, premier pays consommateur d'antidépresseurs en Europe. On estime qu'il y a 1/3 de la population mondiale qui est dépressif, avec des graduations micro- ou macro-dépression. Et puis, il y a à peu près 30% des gens qui sont résistants au traitement, quoi. Donc, on va vers une... on parle de pharmacocratie.
c'est-à-dire le pouvoir par la maladie, quoi. Oui. Voilà. Donc, en comprenant peut-être l'envers du décor émotionnel, comprendre mieux la modélisation du temps, on comprend mieux la stratégie de ce gouvernement invisible devenu visible qui maintenant fait la guerre individuellement. Le terrain de bataille, c'est pas le pays, c'est nos cerveaux individuellement. À nous de neutraliser toutes les armes qu'ils nous envoient en se branchant dans des énergies hautes. Et donc, plus on sourit, plus on a plaisir à sourire, plus voilà, on retrouve le plaisir de vivre ensemble et mieux c'est, quoi. Donc, invitons aussi cette immigration non intégrative à être intégrée. Moi, je serais 100% pour qu'elle soit intégrée et qu'elle participe à l'évolution de mon pays. Et là, par exemple, pour clôturer cet échange qui est passionnant et qui nous redonne aussi la responsabilité sur notre avenir, sur nos vies, puisque en comprenant ces mécanismes, on comprend que la finalité, c'est la guerre des cerveaux, et donc on peut reprendre la main dessus. Ah, complètement. Quelle serait l'attitude à avoir individuellement et collectivement si on traversait cette vallée des larmes ensuite par rapport à ceux qui nous gouvernent, par rapport à ceux qui nous dominent et qui continuent ce totalitarisme? On sait qu'à la fin de la vallée des larmes, c'est quoi? C'est l'amour, la compassion, l'acceptation, etc. Est-ce qu'il faut accepter et sanctionner? Est-ce qu'il faut faire un pas de côté, sortir de cette société toxique? Quelle serait la suite des événements pour un être humain qui a traversé toutes ces étapes? Je pense que quand on a traversé ces étapes, on les accepte. Déjà, on a réussi à... Il y a une satisfaction personnelle à vaincre ces émotions. Parce que, je ne sais pas comment vous dire, dans le conte de Monte Cristo, puis dans Georges aussi, un roman d'Alexandre Dumas, Alexandre Dumas dépeint le conte de Monte Cristo qui rêve de se venger. Et puis la vengeance, ça maintient le lien avec la personne qui nous a humiliés, qui nous a fait du mal, voilà. Et il s'aperçoit que tant qu'il sera dans cette énergie, même s'il tue la personne, il y aura toujours un lien. Donc il faut qu'il coupe le lien, il faut couper le lien, il faut qu'il transmute. Donc accepter, pardonner, je pense qu'on a une part de pardon aussi. Tout le monde a un peu laissé faire. Voilà, à différents niveaux. Les gens de ma génération, peut-être qu'on n'a pas été assez vigilants. Mon beau-père, qui est mort à 102 ans, disait qu'une démocratie, ça s'entretient. Il n'y a pas d'acquis sociaux. Les acquis sociaux, on a cru que la démocratie, c'était comme une greffe qu'on mettait sur un territoire et la greffe était indélébile. Il n'y avait pas de rejet de greffe. Oui, mais sauf que si on n'entretient pas... Moi, je crois à la loi des contre-pouvoirs. S'il n'y a pas de contre-pouvoir, à ce moment-là, tout pouvoir laissé livré à lui-même devient totalitaire. Donc, on a peut-être à se pardonner. Et je pense que si on a déjà de la compassion pour soi, parce que se construire, c'est l'objet d'une vie, je pense qu'on est moins jugeant vis-à-vis des autres. Et parce qu'il y a des gens qui sont très sévères envers eux-mêmes et beaucoup plus cléments envers les autres, et c'est pas juste. Il y a des gens qui sont pas sévères envers eux-mêmes et très jugeants vis-à-vis des autres. Il faut arriver à trouver un équilibre. Je pense qu'en comprenant que l'autre se construit comme nous, c'est une première chose. Et donc, il faut déjà s'entraîner, se désensibiliser par rapport à des gens qui ont fait le choix de se vacciner, qui sont peut-être normistes. Déjà, faut accepter qu'ils ont fait cette option et pardonner cette option qu'ils ont fait. Déjà, c'est un lien qu'on coupe de toxicité. Ensuite, je pense qu'il faut faire de nouvelles expérimentations. Je pense que, je l'ai déjà dit, tout est possible, même l'impossible. Je suis possibiliste, moi. Et c'est exactement ce que nous dit la physique quantique, c'est-à-dire je suis ni optimiste ni pessimiste. Je pense que tout est possible à partir du moment où on a compris que l'univers, il est ni moral, ni cruel, ni
punissant, il nous envoie ce que nous avons à l'intérieur de nous. Donc c'est à nous d'aller chercher à l'intérieur de nous. C'est un révélateur ce qui se passe. Moi je vois que on a des tyrans, on va dire politiques, qui sont à notre service pour qu'on puisse se libérer. C'est presque un cadeau, finalement. C'est presque un cadeau. Et des fois, je me dis, si j'étais le divin, j'aurais mis l'humanité à une épreuve. Et cette épreuve, c'est qu'on ne peut pas changer les choses extérieurement, on ne peut les changer qu'intérieurement. Et donc, imaginez un créateur qui en a marre de voir ses créatures ne pas aller à l'intérieur d'eux-mêmes et utiliser des ressources qu'ils ont. Voilà, tout mettre sur la matière et rien sur le spirituel. Je me dirais, comment je peux les amener à aller à l'intérieur d'eux-mêmes ? Je les mettrais devant une situation où toutes les solutions qu'on met en avant ne débouchent pas sur ce qu'on souhaite. La seule chose, c'est qu'on revient à l'intérieur de soi. À ce moment-là, il y a peut-être un j'allais dire, vraiment, on peut parler de méta-complot spirituel qui s'est mis en place où ces oligarques ont été au service du divin, et plus ils mettent en place les choses, plus ils nous poussent à aller à l'intérieur de nous. Et il ne faut surtout pas perdre l'unité, parce que le plus important, qu'est-ce qui fait une société ? C'est le sens communautaire. Et il faut, si vous regardez comment la Russie a pu se reconstruire, c'est parce qu'ils ont réussi à redonner le sens communautaire. Donc si demain tout s'effondre et que la société est fragmentée, on ne pourra pas se reconstruire. Il faut retrouver un sens communautaire. Et ça commence par rapport à nos proches, par rapport à notre réseau. Et après, on peut l'étendre. 3,5% d'une population peut vraiment changer. C'est l'information critique plus que la masse critique. La masse critique, ça vient de la physique nucléaire. C'est la quantité d'uranium fissible qu'on peut contrôler et qui est suffisante pour provoquer une réaction en chaîne qui permet une bombe nucléaire, mais sous contrôle. Donc il faut réaliser le même phénomène, mais dans l'information. Oui, exactement. Et je pense qu'on est en train de vivre un post-matérialisme, y compris dans nos combats. Il faut qu'on ait une géopolitique post-matérialiste. Il faut qu'on ait un combat post-matérialiste, et donc l'information est le plus important. On pourrait presque dire que sans information, le monde ne serait pas ce qu'il est, puisqu'il faut bien qu'à un moment donné, la matière qui est animée ait une guidance. Et quand on regarde comment un enfant se développe, il y a une guidance. En 9 mois, la vitesse avec laquelle ça va, et puis un bébé, quand il commence à apprendre à parler, à marcher, c'est un véritable miracle. Donc on voit bien que les choses sont programmées. Alors, c'est des réflexions que les physiciens se sont tenues. On appelle ça le principe anthropique. On a l'impression que les 15 constantes fondamentales sont déjà ajustées jusque des fois à 60 décimaux après la virgule. C'est le cas de la constante qui est de l'origine de l'expansion de l'univers. Et quelque sorte, l'univers était programmé pour que l'humain émerge, et peut-être d'autres formes de vie. Donc, moi, je pense que, je dirais à la façon de Jean Cocteau, ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. C'est ce qu'il faisait dire à un de ses personnages dans Les Mariés de la Tour Eiffel, et feignons d'être les organisateurs de notre propre vie. C'est la seule chose sur laquelle on puisse agir. On ne peut pas agir sur la vie des autres. Et feignons d'être des guerriers spirituels, comme tu le disais si bien, pour pouvoir incarner, animer cette transformation de l'information aussi. Et cette reprise de contrôle sur nos cerveaux. Parce qu'on voit bien, qu'est-ce qu'ils ont fait grâce à l'information, les médias, ils contrôlent la matière et l'énergie. Si on voulait expliquer à un enfant de 5 ans, comme on dit, le frère Marx disait « apportez-moi l'enfant de 5 ans ». Et ben je dirais, voilà, on bloque l'information, on l'oriente, on la maîtrise, et la masse suivra, masse et énergie. D'ailleurs,
On voit bien, il contrôle l'information, l'énergie, il la contrôle parce que ça ne fait qu'augmenter. Et donc les masses sont échec et mat parce qu'il y a un contrôle de l'information qui justifie le contrôle de l'énergie et qui amène les masses à être contrôlées. C'est exactement la même chose pour le réchauffement climatique. Avec le contrôle de l'information, on amène un blocage énergétique et une inertie des masses. Intéressant. C'est passionnant. Merci infiniment Philippe pour cet échange que j'espère prolonger avec toi dans d'autres vidéos. On en a fait déjà beaucoup. Oui, mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir parce que l'actualité fourmille de matière à réflexion et je pense qu'il est grand temps maintenant de prendre un peu le contre-pied des événements. Y a, quand on commente l'actualité, il y a l'information chaude, il y a l'information froide. Il faut les deux. L'information froide, c'est une réflexion peut-être qui va au-delà de l'événementiel et qui permet d'avoir un recul. Donc, il faut les deux. C'est vrai. Et il faut commenter les informations chaudes et les informations froides avec des médias chauds et froids. C'est un peu ce qu'on fait d'ailleurs. Exactement. Parce que sur Internet, on fait beaucoup de shows, avec l'actu chaude sur YouTube. Et dans le magazine, on fait beaucoup d'actu froide. C'est pour ça que je dis que ce Nexus est une parfaite illustration de l'alternance entre une réflexion chaude et froide. On continuera à incarner cet équilibre-là. Où est-ce que ceux qui nous écoutent peuvent te retrouver ? Alors j'ai un site qui s'appelle l'unitédusavoir.com. Vous y trouverez plein de vidéos. Je fais aussi une formation qui s'appelle l'unité du savoir. Et une autre formation qui s'appelle Science et spiritualité. Je fais aussi des consultations parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire, voilà, surtout sur les jeunes. Voilà. Tu as beaucoup de jeunes qui viennent te voir ? Beaucoup de jeunes viennent, il y a beaucoup de désespoir. Voilà. Voilà, alors, dans la jeunesse, c'est entre 20 et 30 ans, quoi. Quand même, c'est assez révélateur. Ouais. Et puis, on voit bien que toutes les tranches d'âge sont touchées, les enfants, les adolescents, les adultes, même les personnes d'un âge plus avancé. Voilà. Ils ont réussi quand même le tour de force dans la pyramide des besoins de Maslow. Abraham Maslow, c'est un psychologue qui a posé la bonne question plutôt que d'essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait que des gens n'étaient pas bien, allaient en hôpital psychiatrique. Lui s'est dit, on va essayer de voir qu'est-ce qui fait que les gens sont bien. Il est arrivé à la notion de besoin. Alors, il envisage une pyramide et on doit grimper cette pyramide au niveau de nos besoins et les réaliser. Il pensait les uns après les autres. Déjà, manger, boire, dormir. Besoin premier, si on ne mange pas, on ne dort pas et on ne boit pas, on ne peut pas vivre. Après, il y a le besoin de sécurité. On a tous besoin d'un endroit sécurisant, ne serait-ce que pour dormir. Après, il y a le besoin d'appartenance et à un groupe, et le besoin d'amour. Puis après, il y a l'estime de soi et la réalisation de soi. Donc, les trois premiers besoins sont les besoins premiers. C'est-à-dire manger, boire, dormir, besoin primaire, le besoin de normes et de sécurité, et le besoin d'appartenance à un groupe et d'amour. Et les deux autres étaient plutôt optionnels. Alors à l'époque, on pensait que seuls les gens d'une certaine position sociale pouvaient s'attaquer à l'estime de soi, à la réalisation de soi. Mais tous les besoins sont touchés. On en vient à remettre en cause même manger, boire, dormir. Avec l'euthanasie sans limite, on a la notion de sécurité qui est plus du tout de mise dans notre société. On pensait que les sociétés européennes et démocratiques étaient à l'abri de ça. Maintenant, on nous habitue à vivre dans l'insécurité permanente. L'insécurité permanente, la peur. Le besoin d'appartenance, on a une France fragmentée. L'estime de soi, elle est remise en cause, notamment par les médias qui nous formatent. Voilà. C'est pratiquement ce on prend appui sur la notion de charité en disant finalement on doit payer nos fautes, comme si on devait expier nos fautes, notamment la colonisation. Mais enfin, il y a plein de pays qui ont colonisé sans que ce soit la France qui doit stigmatiser. Et on doit disparaître même à la limite, laisser place à une espèce de superstructure européenne. Et la réalisation de soi, c'est très difficile, notamment pour les jeunes qui se posent des questions de quête de soi. Donc effectivement, j'ai des gens à différents âges qui ont des problèmes d'estime de soi, de réalisation de soi, de quête de sens, etc. Voilà. Il y a du boulot, tu vas pas manquer de travail.
En tout cas, on espère que ça peut remettre des personnes dans un mouvement d'espoir. Je pense que comprendre ce qu'on vit, c'est essentiel, parce qu'un cerveau, s'il ne comprend pas, il se pose des questions. Donc il y a beaucoup de gens, il faut quand même être honnête, même les gens qu'on dit normistes, ils ne comprennent pas, ils se posent des questions, mais ça reste un point d'interrogation et qui est vite refermé parce qu'ils ont peur de découvrir la vérité. Mais il y a beaucoup de gens, quand ils comprennent, c'est une sorte de soulagement. Parce qu'on a l'impression qu'on est dans un jeu qu'on ne comprend pas. On a l'impression qu'on joue un jeu d'échecs avec les règles de la belote. Il y a un truc qui ne va pas, quoi. C'est vrai que comprendre, ça permet au moins de se soulager sur ce qu'on vit. Et c'est une première étape. Après, comprendre que le cercle vicieux des émotions, comprendre que nos émotions, maintiennent le pouvoir en place et on les nourrit émotionnellement. Je rappelais, le futur s'infiltre en nous afin de s'y préparer une place longtemps avant son arrivée. C'est une phrase très juste. Le cinéma hollywoodien a été la façon d'envahir. Maintenant, c'est Netflix. Effectivement, on a ces séries... s'infiltrer dans nos projections mentales. Voilà, et à ce moment-là, on finit par sélectionner le futur qui a été glissé dans ces séries. Et effectivement, on les maintient en place. Donc, ça s'adresse à la fois à l'inconscient, qui représente 95%, et au conscient. Et donc, dans une série, il y a des messages inconscients et des messages conscients, ce qu'on appelle les messages digitales, ceux qu'on voit, et analogiques, ceux qui sont suggérés. Voilà. Alors, je rappelle ton site, pour ceux qui voudraient... avoir plus d'informations ou vous y retrouverez les conférences entre autres qu'on avait fait l'unité du savoir. Évidemment, allez voir sur nos archives vidéo sur YouTube. Et puis il y avait j'avais fait quelques articles aussi qu'on avait fait sur l'homéopathie dans le numéro Nexus sur la santé. Oui, on a fait un hors-série santé, un sur l'inhibition de l'action. Exactement. C'est vrai. Allez retrouver en tout cas tous les travaux de Philippe Bobola sur Nexus, en vidéo ou dans nos anciens numéros, sur l'unitédusavoir.com. On mettra le lien dans la description. Je rappelle, tous ceux qui voudraient nous soutenir pour avoir un média indépendant chaud et froid. Nexus est disponible en kiosque et sur nexus.fr, toujours sans pub et sans subvention. Et bien évidemment, pour agiter les égrégores d'espoir, tous ensemble, le 5 septembre, ça, c'est important, au Théâtre du Gymnase. Voilà, on sera nombreux. Ce sera la petite goutte d'eau dans cet océan, mais on fera le travail qu'on l'on peut pour redonner un petit peu d'espoir dans ce monde très anxiogène. En tout cas, malheureusement, je suis pris, mais je serais venu vraiment avec grand plaisir. On te réserve une place quand même si jamais tu te libères. Voilà. Une petite place au chaud. Voilà, c'est pour les 25 ans de Nexus. N'hésitez pas, les places sont limitées. Le lien est dans la description. Philippe, c'était un plaisir de pouvoir partager, débattre, réfléchir avec toi. Et on te retrouve à l'occasion pour continuer à redonner de l'espoir à ceux qui nous écoutent. Un grand merci. Avec plaisir. Et à très bientôt. À bientôt.